De l'actualité ce dimanche, la signature de partenariat entre le gouvernement et la société d'exploitation hôtelière de l'Indénié, partenariat qui implique que l'État cède 10 villas contiguës à l'hôtel Indénié d'Abengourou. Le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire entend appuyer davantage la consolidation de la paix dans le pays. Le coordonnateur résident du système, au terme d'une réunion avec le ministre du Plan et du Développement, annonce un chiffre de 7 milliards d'appui pour renforcer la paix en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire prendra part à la 21e conférence des parties COP21 sur le changement climatique, rencontre qui se tiendra du 30 octobre au 11 décembre prochain à Paris. Un comité national a été mis sur place. Le Premier ministre a officiellement lancé les préparatifs lors d'une cérémonie au plateau. Et puis, à l'étranger, la première apparition du président burundais depuis la tentative de coup d'État manqué. Pierre Nkurunziza est apparu ce dimanche à son palais de Bujumbura. Il s'est exprimé très brièvement devant les journalistes sans évoquer les derniers événements politiques dans son pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, cette signature enregistrée à la primature, elle formalise un partenariat entre le gouvernement et la société d'exploitation hôtelière de l'Indénié, partenariat qui implique que l'État cède 10 villas contiguës à l'hôtel Indénié d'Abengourou. L'éclairage de Maïsako. 10 villas attenantes à l'hôtel Indénié d'Abengourou vont bientôt être réhabilitées. Elles ont été cédées par l'État de Côte d'Ivoire à la société d'exploitation touristique et hôtelière de l'Indénié pour un montant de 45 millions de francs CFA. La signature de convention entre les deux parties se situe dans le cadre du processus de privatisation du complexe hôtelier entamé depuis 14 ans. Avec cette acquisition, c'est un investissement de plus de 200 millions que mes partenaires, tous originaires de la région, comme moi, allons mobiliser pour leur réhabilitation. C'est une grande opportunité d'affaires avec une trentaine d'emplois, dont 17 directs et 13 indirects, qui seront ainsi créés, en plus des 30 emplois existants pour la première opération de privatisation, soit un total de 60 emplois. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est félicité de la cession des 10 villas. Ces décisions permettent non seulement à des nationaux de participer à l'essor économique de leur pays, mais permettra au tourisme ivoirien, notamment celui de la région d'Indénié-Tuablin, de retrouver une nouvelle vitalité par l'amélioration de l'offre de services. Selon le chef du gouvernement, d'autres hôtels sont encore dans le patrimoine de l'État. Ils pourraient être cédés au secteur privé dans le souci d'accroître la compétitivité. La Côte d'Ivoire prendra part à la 21e conférence des parties COP21 sur le changement climatique, rencontre qui se tiendra du 30 octobre au 11 décembre prochain à Paris. Un comité national a été mis sur place. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a officiellement lancé les préparatifs lors d'une cérémonie au plateau. On retrouve Maïsako. La 21e conférence des parties sur le changement climatique constitue un tournant décisif dans les négociations internationales sur le climat. Les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies, dont la Côte d'Ivoire, vont se réunir à Paris, capitale française. Ils devront aboutir à l'adoption d'un premier accord universel qui va permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Ce sera une première après le protocole de Kyoto. Au-delà d'une augmentation de 2 degrés Celsius, la température terrestre, les conditions de vie sur la planète Terre deviendront insupportables. Et ce, du fait de la survenue des catastrophes telles que les phénomènes météorologiques extrêmes, tempêtes, cyclones, ouragans, l'élévation du niveau de la mer, les inondations, les famines, les maladies et j'en passe. L'enjeu est un consensus mondial sur les mesures concrètes à arrêter pour limiter cette augmentation de la température en diminuant la production de gaz à effet de serre. Les changements climatiques et ses effets néfastes sont une réalité. La Côte d'Ivoire en est consciente. Elle a pris la pleine mesure des enjeux de la prochaine rencontre de Paris sur le climat. L'engagement du gouvernement ivoirien sur la question des changements climatiques vise à apporter des solutions globales et des réponses concrètes pour une préparation efficiente de la Côte d'Ivoire à la COP 21. À cet effet, nous avons pris l'arrêté 224 du 23 avril 2015 portant attribution, organisation et fonctionnement de la commission de préparation de la participation de la Côte d'Ivoire à la 21e conférence des parties, la COP 21, sur les changements climatiques,
du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris en France. Cette commission de préparation renferme 3 comités, un comité de pilotage, un comité scientifique et un comité d'organisation au niveau des DAFO, de manière à ce que toutes les parties prenantes en Côte d'Ivoire soient donc concernées. Pour mieux se préparer pour la 21e conférence des parties sur les changements climatiques, la Côte d'Ivoire participe également aux concertations sous-régionales et africaines sur le climat. Le 29 août cette année, le président de la République doit prendre part à Libreville au Gabon, au Climate South Initiative, une plateforme d'échange entre les pays du Sud. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, doit abriter du 24 au 25 juin prochain le sommet sous-régional sur le climat. La COP21 aura donc lieu du 30 novembre au 11 décembre prochain à Paris. Deuxième titre de ce 20h, le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire entend appuyer davantage la consolidation de la paix dans le pays. Le coordonnateur résident du système, au terme d'une réunion avec le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, annonce un chiffre de 7 milliards de francs CFA d'appui pour renforcer la paix en Côte d'Ivoire. C'était lors d'une séance de travail cette semaine au plateau autour de l'analyse, la validation et la signature de 2 programmes et 2 projets d'appui à la consolidation de la paix. Chris Diomandé, Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire renforce ainsi son partenariat avec les Nations Unies. À travers cet accord, le pays bénéficie de 7 milliards de francs CFA pour le renforcement des acquis de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Ce partenariat prend en compte les programmes et projets du comité de pilotage du plan prioritaire. La mise en œuvre de la deuxième phase de ce plan devrait améliorer les conditions de vie des populations. C'est partant des résultats donc, de cette première phase que le PBF a accepté de financer donc, cette deuxième phase. Donc, l'idée, c'est essentiellement de consolider ces acquis, mais également de les étendre à d'autres zones qui sont sensibles parce que nous allons vers les élections présidentielles dans les mois qui viennent et par conséquent, sur la base des évaluations qui sont faites, voir quels sont les aspects sur lesquels on peut travailler pour donc renforcer la paix et la sécurité, mais également la confiance et l'entente au niveau communautaire. 2 domaines sensibles sont pris en compte par cet accord, la sécurité pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire et la résolution d'un conflit éventuel. C'est un projet qui vient donc consolider les acquis de la première phase et je crois que c'est important que nous ayons signé cet accord aujourd'hui. Ça permettra avant donc l'élection présidentielle d'agir assez rapidement dans des zones sensibles du pays pour soutenir donc le processus de réconciliation et de cohésion sociale. Cette deuxième phase du plan prioritaire concerne les régions du nord, de l'ouest et du centre de la Côte d'Ivoire. Elle va durer jusqu'en 2017. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a réuni les experts de 5 pays d'Afrique. 72 heures durant, ils ont travaillé sur les moyens à mettre en œuvre pour réduire les pertes post-capture de poissons et de produits de pêche. Il s'agit notamment d'améliorer leur accès au marché. Herman Niamien. Ils sont venus du Bénin, du Ghana, du Togo, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, pays membres du bassin de la Volta. Ces acteurs du secteur de la pêche qui ont pris part à cet atelier des Grands Bassam avaient un objectif commun, donner leur point de vue et leurs priorités dans la finalisation de la stratégie pour la réduction des pertes post-capture. Une stratégie qui, à terme, devrait permettre la sécurité alimentaire et améliorer la politique du commerce du poisson dans la sous-région. J'apprécie à sa juste valeur le fait que vos ministères vous aient désigné pour prendre une part active à cet atelier qui pour nous est très important dans le cadre de l'amélioration des acquis concernant par exemple la conservation des produits. Comme il a été dit, 30% des produits pêchés ne vont pas à la consommation. La stratégie sur laquelle planchent les acteurs du secteur de la pêche est au stade de finalisation. Elle est élaborée par la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à hauteur de 5,4 millions de dollars, soit 2,7 milliards de francs CFA. Et ses responsables attendent beaucoup de cet atelier. Dans le bassin de la Volta, les pertes post-capture de poissons sont estimées à au moins 30%, ce qui traduit un manque à gagner considérable qui pourrait favoriser la malnutrition. Cette semaine, 3 nouveaux ministres ont fait leur entrée au gouvernement. Parmi eux,
Anzoumana Moutaye, qui dirige désormais le département de l'entrepreneuriat national, de la promotion des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. C'est un retour au gouvernement pour le président du mouvement des forces d'avenir MFA qui a assumé les fonctions de ministre de la Culture et de la Francophonie en 2010. Serge Coléa revient sur le parcours de l'homme. Il fait partie des personnalités qui font leur entrée au gouvernement après le réaménagement technique opéré le mercredi 13 mai dernier par le président de la République. Anzoumana Moutaye est le ministre de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. L'homme est né en 1955 à Kwasi-Krakro, sous-préfecture de Kwasi-Datekro, dans la région du Gontougo. Il est ingénieur des travaux publics, issu de l'école supérieure des travaux publics ENSTP de Yamoussoukro, où il obtient son diplôme en 1980. Les charges gouvernementales ne lui sont pas étrangères, pour avoir été, de mars à décembre 2010, ministre de la Culture et de la Francophonie. Député à l'Assemblée nationale depuis 2011, Anzoumana Moutaye a également assumé plusieurs autres responsabilités antérieures liées à la gestion des affaires de l'État. Une longue expérience d'une trentaine d'années dont il aura besoin pour relancer l'entrepreneuriat national, les secteurs des PME et de l'artisanat. Le président du MFA, le mouvement des forces d'avenir, parti membre du RHDP, entend jouer sa partition dans la politique d'émergence engagée par le chef de l'État et les oufetis pour repositionner la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, dès sa prise de fonction ce lundi 19 mai, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat promet être à la tâche pour mériter la confiance placée en lui par le président Alassane Ouattara. L'Institut universitaire d'Abidjan vient de se doter d'une salle de visioconférence. Elle a été inaugurée avant-hier. Cette salle vient s'ajouter aux outils didactiques et pédagogiques de l'Institut. À terme, cette nouvelle salle devrait permettre d'accroître les capacités des étudiants et même des enseignants de cette université. On en parle avec Guillaume Zéré et Herman Niamia. Ce geste consacre l'ouverture officielle de la salle de visioconférence de l'IUA, l'Institut universitaire d'Abidjan. Cette université a décidé de se plier aux exigences du système éducatif en incluant dans ses méthodes les TIC, les technologies de l'information et de la communication. L'enjeu de cette décision est grand et il cadre bien avec la politique du ministère des Postes et des TIC. Tout le monde sait l'importance de l'éducation des jeunes pour le président de la République. Donc mettre ces moyens modernes pour pouvoir former les jeunes, eh bien à coup sûr, ça va contribuer à l'atteinte de l'émergence, comme le souhaite le président de la République. La visioconférence est la combinaison de la vidéotéléphonie qui permet de voir et dialoguer avec un interlocuteur et de la conférence multipoint qui, elle, permet d'effectuer une réunion avec plus de 2 interlocuteurs. Exemple est donné ici et son usage peut permettre d'accroître le rendement des étudiants dans le cadre pédagogique. Avec cette technologie, nous pouvons faire appel à tous les spécialistes de par le monde pour compléter les informations, les connaissances que nous donnons aux étudiants sur place. Les TIC sont pour nous un facteur primordial de formation. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les TIC. Sans les TIC, nous ne sommes rien. Cette cérémonie d'inauguration de la salle de visioconférence a été précédée de la finale de la 2e édition du génie universitaire organisée par l'association des étudiants de cet institut. Les finalistes ont démontré leur talent oratoire sur le thème des technologies de l'information et de la communication. La victoire est revenue à la faculté de l'administration des affaires qui était opposée à celle de droit. En politique, le président du Rassemblement des jeunes républicains RJR était récemment en tournée de mobilisation dans le sud d'Abidjan et dans la région du Zanzan. On fait le point avec Jean-Jacques Ouaméala. Alassane Ouattara, le temps des opportunités. Le thème d'une tournée de mobilisation entamée par le président du Rassemblement des jeunes républicains RJR à Abidjan et dans le Zanzan. Selon le président du RJR, d'Ascensan, les firmes multinationales, les institutions, les nombreuses entreprises qui ont ouvert ou qui sont annoncées à Abidjan est la preuve que la Côte d'Ivoire est une opportunité, un bénéfice pour une jeunesse assoiffée d'emploi. Il ajoute qu'après la victoire d'octobre prochain, toute la politique du chef de l'État sera tournée sur l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. À l'en croire, l'urgence après la crise post-électorale, c'était les infrastructures, la réconciliation
et la confiance avec les partenaires au développement. Le président du RJR a terminé les différents meetings avec les jeunes par cette citation. La force d'une nation, c'est sa jeunesse. Plus elle sera au travail, moins elle sera manipulée et manipulable. C'est pourquoi il a invité les jeunes à se mettre au travail pour la construction de la Côte d'Ivoire. L'actualité politique, c'est aussi le séminaire relatif à l'actualisation du plan de gouvernement du FPI, le Front populaire ivoirien. Il a pris fin hier avec plusieurs décisions, notamment celle de participer à la prochaine présidentielle. 4 jours durant, les militants du parti ont eu l'occasion de revisiter et de renforcer leurs propositions de gouvernance du pays. Augustin Kouadio-Komoué, président du comité d'organisation de ce séminaire, l'a annoncé au cours d'une conférence de presse. Priska Diaoré, Sidonie Davila. Le Front populaire ivoirien entend jouer son rôle en participant pleinement à l'élection présidentielle. Selon Kouadio-Komoué Augustin, c'est sur la base d'un bon programme de gouvernement que les Ivoiriens devront choisir leur futur président. Le FPI s'est donc penché sur la question au cours d'un séminaire portant actualisation de son programme de gouvernement. L'un des outils qui crédibilise l'action publique et politique d'un parti, c'est le programme de gouvernement qui apparaît comme une boussole. Nous avons adopté cette posture pour 3 raisons essentielles. La première, c'est d'obéir à notre idéal de transparence, de rigueur. La deuxième raison, c'est de marquer notre respect au peuple de Côte d'Ivoire. Et enfin, c'est de donner au peuple de Côte d'Ivoire les moyens de suivre, de contrôler notre action. Le président du comité d'organisation a par ailleurs relevé le désir du parti de réconcilier les Ivoiriens, d'où son choix de discours de plus en plus porté sur la réconciliation. Nous devons faire en sorte que les Ivoiriens se parlent, quels que soient les traumatismes que nous avons pu connaître, qu'ils se parlent, que les politiques également se parlent et se retrouvent autour des fondamentaux de la République. Lors des échanges avec les journalistes, la question de la création de la coalition nationale pour le changement CNC abordée a permis de connaître la position du FPI. Le FPI continue sa marche sans être gêné par la présence de cette alliance. Le parti affirme être en coalition avec 12 autres. Le FPI compte participer à l'élection présidentielle de 2015. Le candidat du parti sera désigné les 21 et 22 mai prochains à Yopougon lors d'un congrès extraordinaire. Un autre temps fort s'annonce au programme du parti, celui de la fête de la liberté qui sera célébrée le 23 mai prochain. Plus que 3 jours avant la visite du président de la République dans la région du Denguélé, nos équipes sont déjà dans la ville d'Odiéné. Ce dimanche, elles sont allées à la rencontre du visage le plus populaire de la ville. Madame Aminata Kone, cette cinquantenaire, est le repère des étrangers qui traversent la cité du Kabadougou. Alexis Ouetraogo. À la fin de la crise post-électorale, Odiéné, comme plusieurs grandes villes du pays, a perdu des infrastructures. Alors que les choses se remettent peu à peu en ordre, Dame Kone veut y croire. Ça manquait à Odiéné. Beaucoup même. J'étais là, c'est pas mon métier. J'ai réfléchi et puis j'ai créé. Elle est aujourd'hui à la tête d'un important complexe hôtelier et d'un espace gastronomique qui réjouissent les visiteurs. Vraiment, ça arrange beaucoup de personnes parce que moi-même, sûrement je viens de Odiéné, mais normalement je viens travailler ici. Mais je trouve que son manger est vraiment bon. C'était tellement difficile ici que c'est la primature. Chaque soir on venait manger. Nous on vient de Yamoussoukro pour travailler. Bon, souvent on vient manger ici. Quand j'ai créé le restaurant, dans ma tête il n'y avait pas affaire d'hôtel, il n'y avait pas. Mais avec les gens qui venaient, parce que ici même au dîner, même les gens ne viennent pas trop manger au restaurant. Les gens qui venaient en mission, tout et tout. J'ai vu que bon, les gens venaient, mais on va dormir où? On va dormir où? Donc l'idée, moi j'ai commencé à chercher. Il fallait avoir un coin pour pouvoir créer l'hôtel. À jour J-3 de l'arrivée du chef de l'État, Dame Kone partage ses espérances. Dire un grand merci à la population d'Odiéné qui m'ont adopté. Parce que je ne suis pas d'Odiéné. Je suis de Ferki. Il y a l'alliance, donc vraiment ça passe. Vraiment que Odiéné
il y a beaucoup de choses pour Odiéné. Lui emboîtant d'ailleurs le pas, plusieurs opérateurs économiques, fils de la région, ont démarré des chantiers. Ils devraient donner un nouveau visage à Odiéné. 4 années après la crise post-électorale et à quelques mois de la présidentielle, quel est le regard de la population sur les différentes structures censées rendre justice à toutes les victimes? Aussi, consolider le tissu social fissuré, réconcilier et aller ainsi à une paix durable, seul gage du développement. Pour répondre à ces interrogations, la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale a organisé une cérémonie pour présenter son rapport d'enquête sur la perception de la justice nationale, internationale et transitionnelle en Côte d'Ivoire. C'était mercredi au plateau. Chris Diomandé, Hamza Diaby. Les différents mécanismes qui œuvrent dans le domaine de la justice ne sont pas suffisamment connus de la population ivoirienne. Les Ivoiriens ont confiance à la capacité de la CPI à lutter contre l'impunité. Voilà entre autres les résultats contenus dans le rapport de l'enquête réalisée par la CICPI, la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. Une enquête sur la perception de la justice nationale, internationale et transitionnelle en Côte d'Ivoire. Nous voulons saisir l'opportunité de la cérémonie actuelle pour féliciter le gouvernement ivoirien pour les progrès réalisés ces derniers jours dans le cadre des réformes du Code pénal et du Code de procédure pénale pour les rendre conformes au statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Nous les encourageons à accélérer le processus afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir la souveraineté judiciaire et la capacité juridique pour juger tous les crimes sur notre territoire. Ce rapport d'enquête sur la perception de la justice se veut être une contribution de la CICPI pour permettre au gouvernement, à la Cour pénale internationale et à la communauté internationale de connaître le point de vue des populations afin de faire des corrections nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Le fonds de garantie automobile indemnise les victimes corporelles des accidents de la voie publique, mais pas toutes. Quel accidenté peut alors bénéficier du soutien de ce fonds? Quelle procédure faut-il suivre? Le directeur général du fonds de garantie automobile, Noël Maïzan Kofi, était l'invité de Fatou Fofana ce 13h dans le magazine du dimanche. Extrait. La porte d'entrée de notre procédure d'indemnisation, d'abord, c'est il faut arriver à attester, à démontrer, à apporter la preuve que l'accident a bel et bien eu lieu. Le seul élément par lequel nous pouvons l'attester, mais bien sûr, c'est un constat. Dès qu'il y a un accident, les usagers doivent se prémunir, doivent prendre les dispositions pour faire en sorte qu'il y ait un constat. Un constat fait soit par la police, soit par la gendarmerie. Dès lors que vous nous saisissez, le mode de saisine est simple. Soit vous écrivez au fonds de garantie automobile pour leur signifier qu'il y a eu un accident de la voie publique et que vous souhaitez être indemnisé. Soit vous nous saisissez par la voie du courrier électronique. Je vais dire notre site web est disponible, www.fga-ci.com. Vous nous saisissez par ce canal. Il y a un agent dont la mission est de traiter toutes les demandes d'indemnisation au quotidien et qui est soumis à notre disposition. Nous faisons fort de relancer les victimes qui nous ont contactés. Bien sûr, s'il y a des éléments, il y a un complément d'information que nous recherchons, nous sollicitons la victime pour qu'elle mette à notre disposition ces informations. Autre sujet, le mouvement d'affectation des enseignants du primaire et du secondaire va s'opérer avant même la rentrée scolaire 2015-2016. La Commission nationale de mutation des personnels enseignants et d'encadrement vient de boucler ses travaux. Les travaux ont eu lieu du mercredi au vendredi dernier. Cette année, 2249 demandes de mutation sont à traiter. Le point avec Charles Tatou. La Commission nationale de mutation des personnels enseignants et d'encadrement a siégé à Yamoussoukro. Cette année, elle a enregistré plus de 2440 demandes de mutation. En plus de ces demandes des personnes déjà en poste, la Commission a à gérer également l'affectation de nouveaux agents. Ils sont au total 6022 enseignants sortis des CAFOP et de l'ENS, dont 5041 instituteurs et 981 professeurs de lycées et collèges. Mais les chiffres des postes vacants dominent encore. Sur 97 397 postes déclarés, plus de 75 000 sont déjà occupés. Pour atteindre donc ces objectifs,
Gestion rationnelle des personnels et harmonisation des postes vacants, la commission s'appuiera sur les outils modernes dont dispose le ministère. Il s'agit des logiciels GESMUT pour les mutations et Codipos pour la répartition équilibrée des personnels sur l'ensemble du territoire national. Outils informatiques dont les résultats sont satisfaisants. Nous sommes sûrs qu'avec le Codipos, nous allons atteindre ce que Madame le ministre a toujours souhaité, faire en sorte que devant chaque enfant de Côte d'Ivoire, il y ait un enseignant. Cependant, quelques irrégularités ont été constatées dans le fonctionnement de certaines directions régionales. Il n'est pas normal qu'un enseignant qui est recruté dans ces fonctions-là soit détourné et qu'on lui confie d'autres tâches qui n'ont rien à voir avec le métier pour lequel il a été recruté. Les travaux de la commission contribueront à la réduction du déficit enseignant. Le département de Sassandra compte encore des écoles communautaires malgré les efforts de l'État à travers le programme présidentiel d'urgence. Le sujet était au centre de la 4e édition des Journées des instituteurs de Sassandra. Valère Iné, Thérèse Tapeyoboué. La circonscription de l'enseignement primaire de Sassandra compte 144 écoles divisées en 5 secteurs pédagogiques, 33 000 écoliers encadrés par 713 instituteurs. Ces écoles sont insuffisantes malgré les efforts de l'État à travers le programme présidentiel d'urgence. Le conseil régional et la mairie, pour atteindre l'objectif de 100% d'enfants scolarisés, font de leur mieux. Pour pallier ce déficit de structures d'accueil des enfants, des communautés villageoises créent des écoles de fortune appelées centres d'éducation communautaire, très nombreux dans la région. Au cours de leur journée, la 4e du genre, les instituteurs ont salué les efforts des autorités de la région en faveur de l'éducation des enfants et exprimé des doléances. Des doléances qui ont eu des échos favorables auprès des autorités locales et du représentant du ministre de l'Éducation nationale. Ce qui pourrait venir dans la région du Bois-Clair d'une manière générale, ça rentre dans le vaste programme de la scolarisation universelle. Le président de la République a planifié cette scolarisation universelle avec la construction massive, n'est-ce pas, des classes. Donc aucune région n'est oubliée. En reconnaissance aux efforts du président du conseil régional, son épouse, Patricia Legré, a été honorée par la mutuelle des instituteurs de l'enseignement primaire de Sassandra. L'harmonie retrouvée, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la 4e édition du concert Viva la Musica. Ce concert musical, qui a pour objectif la promotion de la culture entre les peuples, a vu la participation d'une 60aine de joueurs d'instruments classiques de plusieurs nationalités, dont une 30aine d'enfants. Il a eu lieu hier en présence de la ministre de la Communication au Centre culturel allemand. Les précisions de Koné Pargassoro. Esuma Cédric, Dirisco Francesco, Lamine Moira, Frakedine Carla Luna et bien d'autres au piano. Payan Ainaïs, Dirizo Lorenzo à la guitare, Giranoa au violon et Dirisco Karine à la flûte à bec. Nous sommes à la salle des fêtes du Centre culturel allemand dans la commune de Cocody. Ici se tient le concert 2015 de Viva la Musica. Une 60aine d'enfants et d'adultes se succèdent sur le podium. Ils manipulent des instruments classiques et modernes. L'initiative est du groupe Viva la Musica, dirigé par des Ivoiriens et des Japonais. C'est à ces enfants-là de s'exprimer, de rencontrer d'autres enfants et de prouver leur propre talent au contact des autres parents, des autres enfants. En présence de la ministre de la Communication, Afoussiata Bamban Lamine, son époux et de nombreux parents, ces tout petits, des élèves pour la plupart, ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire d'artistes musiciens. Je suis content de jouer au piano. Je souhaite bonne chance à mes camarades aussi. Tous les enfants ont très bien joué, des morceaux très variés. Ce concert, un échange international de musique et de culture, est à sa 4e édition. L'harmonie retrouvée, thème retenu pour ce concert 2015 de Viva la Musica.
À l'étranger, la première apparition du président burundais depuis la tentative de coup d'État manqué. Pierre Nkurunziza, vous le voyez sur ces images, est apparu ce dimanche à son palais de Bujumbura. Vêtu d'un costume bleu, l'air détendu et souriant, il s'est exprimé très brièvement devant les journalistes de la presse nationale et internationale, sans évoquer les derniers événements politiques dans son pays. Après un coup d'État manqué, Bujumbura connaissait aujourd'hui une journée de trêve, toujours dans la crainte des représailles du pouvoir burundais et dans l'expectative sur une possible reprise des manifestations contre le président Pierre Nkurunziza. En Afghanistan, un attentat suicide des talibans contre plusieurs véhicules appartenant à des étrangers près de l'aéroport de Kaboul a fait ce dimanche au moins 3 morts, dont un membre de la mission de police de l'Union européenne et 2 civils afghans. Le drame a eu lieu au matin près de l'aéroport, faisant aussi une vingtaine de blessés. Une voiture piégée a percuté un convoi de véhicules appartenant à des étrangers alors qu'ils quittaient l'aéroport. L'attaque a été revendiquée par les talibans via leur compte Twitter officiel. Il est 20h30, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.